le flux de service. Alors le terrain en concession automobile, c'est la concession. Mais la concession, ça peut être le terrain du commercial en concession automobile, c'est son écran, c'est son système informatique, c'est son téléphone, c'est ses formulaires divers à remplir pour commander un véhicule, etc. Donc le terrain, c'est pas forcément l'usine. On cherche à comprendre ce qu'on fait au niveau du processus, et puis on trouve plein de gaspillage. On recueille des données chiffrées, et puis là on commence à rechercher des solutions en sous-groupe, et puis très très vite à réaliser la mise en place des solutions, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des choses qui se mettront en place dans 6 mois avec un investissement d'1 million d'euros, on est sur des choses qui se mettent en place le lendemain, avec quelques centaines d'euros d'investissement si nécessaire. On réalise la mise en place des solutions, on finalise la mise en place, on teste, on ajuste parce que ça fonctionne rarement du premier coup, et puis on valide, on rédige le plan des actions qui n'ont pas pu être faites pendant le chantier, il y en a toujours, mais l'objectif étant d'en réaliser un maximum pendant le chantier. Et ensuite on présente au comité de direction ou au patron du flux de service concerné ou du service opérationnel concerné, pour qu'ils comprennent ce qui a été fait, pour communiquer les changements, et pour qu'ils prennent en compte ces modifications. Alors les effets en quelques jours sont résolution d'un problème simple. On n'est pas sur des choses très compliquées, on est sur des problèmes ou des sujets focalisés. Mise en place d'une 40-50aine d'actions correctives sur le terrain. Augmentation de la performance QCD, donc qualité, coût délai, service en office, de 15 à 50% sur la zone concernée. Et le plus important, qui n'est pas quantifiable, mais qui est clé pour le management du changement, qui est l'appropriation par les opérationnels des solutions qui sont mises en œuvre. Parce que les solutions viennent des opérationnels. Le facilitateur interne ou externe, consultant, est là pour présenter, pour accompagner le groupe, mais en aucun cas il donne des solutions. Le groupe est formé à la méthode et à l'esprit Kaizen. Donc l'esprit Kaizen, c'est réaliser le plus possible d'actions, terrain, à boucle courte, pour faire simple. Alors donc le chantier, c'est un peu le point de départ de l'amélioration, mais il y a un mais. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. J'entendais quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Jérôme, qui me disait bah oui, on a mis en place des chantiers, mais ça redérive. On y est. Alors pourquoi ça redérive? Le chantier n'est pas forcément en lien avec les préoccupations de la direction générale et les impératifs du business. Autrement dit, on a fait un chantier dans un coin, mais c'est pas dans la ligne entre guillemets du parti, et quelque part, du coup, ça apparaît comme une activité périphérique sans importance pour le management. Les priorités des décideurs sont ailleurs et ceux-ci n'ont pas compris les potentiels d'amélioration existants. Ça arrive, ça. Ça arrive dans toutes les sociétés. La démarche n'est pas tirée par les objectifs ou le processus budgétaire. On va avoir l'occasion d'y revenir. Ça aussi, ça arrive, j'ai vécu pour vous. Le changement de culture et le mode de leadership management n'est pas ancré. On va voir qu'après un chantier, il faut presque manager la zone différemment. Donc on va expliquer au cours de la matinée qu'est-ce que ça veut dire différemment. Le management intermédiaire ne comprend pas et freine. Ça vous arrive ça? Non, ça arrive jamais. Bon, ça arrive que chez les consultants. Le respect des standards, c'est-à-dire les modes de fonctionnement, les règles établies pendant le chantier, se dégrade dans le temps. Et donc, autant le chantier, c'est un bon moyen de passer l'action, autant il est nécessaire de compléter l'approche. Alors, on arrive dans le cœur du sujet.
Le cœur du sujet étant comment on séquence toutes les activités pour avoir une transformation lean pérenne. Alors l'objectif final, c'est de démarrer un processus d'amélioration continue qui va délivrer des économies de manière continue, de manière automatique, dans une entreprise qui n'avait pas forcément jusqu'à présent ces automatismes. Alors, comment on s'y prend? On s'y prend par le haut et par le bas. Alors par le haut, grosso modo, on va essayer de créer le leadership du top management. Donc par le haut, c'est une approche plutôt top-down, où on va faire en sorte que les managers tirent l'amélioration. On va détailler ensuite ce que ça veut dire. Par le bas, c'est le contraire. On va montrer que ça marche pour convaincre les opérationnels du processus, si on est en administrative service, et convaincre les opérateurs, si on est en manufacturing. Alors, quelle est la séquence? On s'accroche, on met sa ceinture de sécurité. Ah oui, il y a former et communiquer également. Alors, on commence par faire un petit diagnostic et se comparer avec des benchmarks. Généralement, ça nous donne une idée de notre niveau de performance par rapport à la concurrence, par rapport aux meilleurs du secteur. Et puis le diagnostic nous donne une bonne idée de nos gaspillages. Assez vite, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a une idée du potentiel d'amélioration, et dans toute entreprise qui se respecte, on est toujours aux alentours de 20, 30, 40, 50%, suivant les indicateurs, suivant les industries. Mais ce potentiel d'amélioration est toujours le même. Donc au bout d'un moment, assez vite, on est obligé de communiquer sur le sujet pour dire il va falloir qu'on change. 20, 30, 40%, 50% d'amélioration, il faut qu'on aille les chercher. Alors pourquoi on doit aller les chercher? Parce qu'on est concurrencé par les industriels russes, parce qu'on est tout simplement plus profitable, etc. Il y a une raison à tout ça. Qu'est-ce qui change? C'est important de communiquer également ce qui change, ce qui va changer, et quelle est la vision. Autrement dit, vers où on va. Dans certaines grandes entreprises, le président a fixé un certain nombre d'ambitions qui donnent un cap. Bon, il est certes, voilà, c'est une vision, mais au moins il donne un cap. Donc c'est important de communiquer. Et enfin, communiquer également sur le potentiel d'amélioration, les gaspillages et le lien avec les objectifs qui vont du coup un petit peu changer. À ce moment-là, il va falloir passer à l'action. Et pour passer à l'action, il vous faut un réseau d'experts lean interne, sans quoi l'action sera longue et pénible et pas forcément rapide. Donc ce réseau d'experts, il faut l'installer au bon niveau dans l'organisation, avec le bon profil. Si vous l'installez trop bas ou avec un profil trop bas, vous tuez la démarche dans l'œuf. Donc une fois que vous avez le réseau d'experts, vous pouvez démarrer les chantiers. Et donc démontrer les résultats avec des chantiers, ça veut dire prendre son bâton de pèlerin, aller sur le terrain et faire avec les opérateurs, avec les gens de terrain. Faire, pourquoi faire? Pour démontrer des résultats et pour convaincre la palanquée de sceptiques que vous allez trouver sur votre chemin. Vous allez avoir les opérateurs qui sont sceptiques, vous allez avoir les syndicats qui seront sceptiques, vous allez avoir le middle management qui sera sceptique, et vous allez avoir le top management qui sera sceptique. Et tant que vous n'avez pas fait des chantiers, vous n'avez pas démontré qu'on peut gagner 20, 30, 40%, et donc les gens ne vous croient pas. Top grading et formation. Top grading, c'est un mot savant pour dire on va identifier dans le management qui, dans l'organisation, est capable d'accompagner la transformation et qui, dans le management, ne sera pas capable de toute façon, même avec de la formation, d'accompagner la transformation. Il y a des freins et il vaut mieux les identifier et traiter. La formation, c'est pour accompagner le changement. Donc il y a un certain nombre de sujets en formation.
évidemment, vous avez besoin que tout le monde dans l'entreprise comprenne la notion de valeur ajoutée, la notion de non-valeur ajoutée, donc de gaspillage. Assez vite se pose le problème des compétences de résolution de problème. Ce qu'on entend par résolution de problème, c'est être capable d'identifier un problème, de le quantifier, de trouver ses causes racines et d'éliminer ses causes racines. Dans les entreprises traditionnelles, généralement, ces compétences de résolution de problème sont très inégales, voire n'existent pas. Or, un des leviers de l'amélioration continue, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les personnels, du plus bas au plus haut de l'organisation, maîtrisent cette résolution de problème, et si possible que les problèmes soient traités à bas niveau. La formation, il faut aussi donner au middle management en particulier la vision globale du système Lean. Parce que souvent, les gens disent « ouais, les chantiers, ils veulent faire ça, mais moi je ne comprends pas trop et je m'oppose ». Quand on donne aux gens la vision globale du système de production ou du Lean en général, ils s'ouvrent par le fait qu'ils comprennent et donc ils approuvent. Parce que c'est difficile de désapprouver. C'est rare, parce que c'est assez convaincant généralement. Et alors, dernier point, pour accompagner une transformation Lean, il y a des points clés, des sujets techniques Lean clés qui sont les standards, le management visuel et les indicateurs. Les standards ne sont pas forcément une notion connue dans les entreprises traditionnelles, le management visuel non plus, et les indicateurs pas toujours suivis, pas toujours complets. Après ça, on va travailler avec le top management pour le rapprocher du terrain pour prise de conscience. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent conscience qu'il a bien 20, 30, 40, 50% de potentiel d'amélioration sur tous les indicateurs service, qualité, coût, délai. Il faut qu'ils le voient, parce que généralement, au début, ils n'y croient pas. Il faut qu'il le voit, une fois qu'il l'a vu, il est plus à l'aise pour fixer des objectifs de 10-15% par an. Tant qu'il n'a pas vu, il va dire, bon, cette année, on va essayer de faire 3%, et puis c'est tout. Donc cette création de leadership est capitale pour tirer la démarche top-down. Alors une fois qu'on a démontré que les résultats avec des chantiers, on a fait 1, 2, 3 chantiers, qu'on a atteint un niveau de leadership convenable, on va pouvoir étendre ces chantiers, développer un plan d'amélioration, et puis développer le principe de Lean Model, où là on va créer une mini zone Lean ou un mini flux Lean à l'intérieur de l'activité globale de l'entreprise, pour s'en servir d'espace de formation et de démonstration, avant de pouvoir déployer. Donc c'est la notion de Lean Model, Zone Model. En même temps, puisque le top management maintenant a compris, est conscient du potentiel d'amélioration, il est mûr pour déployer des objectifs d'amélioration QCD du haut vers le bas de l'organisation. Ça veut dire qu'il va dire, les gars, ou mesdames, messieurs, cette année, on va essayer de faire 10% d'amélioration sur, ou 10 ou 15% d'amélioration sur tel ou tel indicateur. Parce qu'il sait que c'est possible. Et alors cette phrase, c'est un peu le déclencheur. C'est-à-dire que tant que le patron n'a pas parlé, il ne se passera rien. Ou ça va être très très mou. Ça ne suffira pas qu'il parle, parce qu'il faut que les gens en dessous le croient. Mais pour ça, on a travaillé le sujet par en bas. Alors, développer l'implication et l'autonomie. C'est une phrase très courte pour dire beaucoup de choses. Ça veut dire concrètement développer les capacités de résolution de problèmes des opérationnels. Ça veut dire traiter les problèmes à bas niveau. Ça veut dire soulager le superviseur ou le chef d'équipe qui a 50 personnes pour peut-être qu'il n'en ait plus que 25 maxi. Ça veut dire aussi créer une fonction, notamment en industrie, qui s'appelle le team leader, qui aura pour but de générer un meilleur niveau de réactivité et de contrôle dans l'atelier.